il faut s'attarder sur les mesures provisoires pour les enfants mineurs. Donc les enfants mineurs, en résumé, il y a 3 choses. Première chose, domicile des enfants mineurs sera fixé où? Donc chez maman ou chez papa. Ça c'est le premier point, l'essentiel. Effectivement, si vous résidez dans un appartement en location, bien sûr, si maman, elle demande, donc on demande un divorce, demande domicile, la résidence des enfants chez elle, mais à coup sûr, le bail sera attribué, si les enfants, bien sûr, vont être domiciliés chez elle, le bail du logement sera également attribué à cette personne. Donc, le domicile des enfants peut être fixé chez l'un ou l'autre des parents, mais parfois il existe que le domicile est fixé de manière alternée. Alternée, ça veut dire une semaine chez papa, une semaine chez maman. Et dans ce cas-là, la résidence alternée nécessite de manière quasiment obligatoire une proximité géographique des 2 domiciles. Donc si le second époux sera relogé à côté du domicile de maman, de son époux, bon, ça ne posera pas les problèmes. Si par contre le domicile de l'autre conjoint sera fixé à une distance géographique assez lointaine, dans ce cas-là, le juge aura du mal à statuer au profit de la résidence alternée. Donc, il faut bien calculer cette demande parce que tout se passe et tout sera décidé dans l'intérêt des enfants mineurs. On ne peut pas leur faire subir vos difficultés conjugales, on ne peut pas leur faire subir les voyages d'1 heure ou de 2 heures par jour pour arriver du lieu du domicile des papas vers l'école. Donc, c'est pour cette raison, il vaut mieux fixer le domicile des enfants au domicile d'un des parents et droit de visite et d'hébergement au profit de l'autre parent. Peut-être le domicile sera fixé chez maman et le droit d'hébergement et de visite au profit du père. Peut-être ce droit pourra être élargi de manière conséquente selon l'accord libre des 2 parents. Mais s'il n'y a pas d'accord libre, chaque parent est en droit de demander au magistrat l'attribution du domicile et le droit de visite, et le juge va fixer par rapport aux éléments du dossier. Ce qu'il faut prévoir quand vous plaidez ce dossier, c'est que les pièces soient communiquées de manière préalable à l'audience. Très important, la communication des pièces. Moi, j'ai eu les cas où tout se jouait sur le fait que l'autre parent n'était pas préparé aux arguments de la partie adverse, que les pièces ont été communiquées juste la veille, les SMS échangés entre les 2 parents, les différents éléments d'ordre objectif ou subjectif. Tout ça, ça a été plaidé en audience et un des parents qui était malheureusement dépassé par les événements à l'audience, il n'a pas pu plaider les bons arguments et l'enfant a été placé au domicile de l'autre parent alors que normalement tout doit être différent. Donc il faut bien préparer les arguments devant le juge aux affaires familiales parce que tout se passe très très vite et tout se passe par rapport aux arguments et les preuves de la partie adverse et de vos preuves à vous. Donc il ne faut pas être pris des surprises par rapport à tout ça. Et les exemples concrets que je souhaite donner, par exemple, moi j'étais avocat d'une femme qui était mère d'une jeune fille qui avait 1 an et demi d'âge. Malheureusement, cette femme était directrice d'un grand magasin. Elle était occupée souvent au travail. Elle envoyait les SMS à son conjoint qui était infidèle. Et il demandait est-ce que tu peux donner biberon à Éléonore? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Elle répondait bien sûr, je la couche, je donne les biberons. Il a minutieusement énuméré toutes les SMS. Son avocat les a communiqués à la partie adverse, ça veut dire à l'avocat de madame. Et malgré le fait que son conjoint était infidèle, qu'il avait
une double vie, qu'il partait chez son conjoint, c'est son concubin en quelque sorte, parce que il menait une double vie, il était souvent chez son ami. Donc, le juge a confié cette jeune fille à un couple d'homosexuels, mais un couple qui était uni, qui menait une relation conjugale en même temps que madame, alors que madame était absente du domicile souvent. Et cette jeune fille, finalement, a été élevée par la suite par son conjoint. Et tout ça parce que la communication des pièces n'est pas passée en temps et en heure. Et qu'il n'a pas pu se préparer. Il pensait qu'à coup sûr, la jeune fille lui sera confiée de manière permanente et que son mari qui était infidèle n'aura pas cette possibilité. Sauf que ensuite, elle s'est fait dépasser par les événements, par les documents, par les pièces. Et tout ça, ça a été plaidé vite fait. Et le conjoint, ses capacités, sa disponibilité a joué en sa faveur. Et c'est lui qui s'est fait confier la jeune Éléonore. Bon, le nom a été changé, son prénom a été changé dans l'intérêt de ma cliente pour laquelle je suis tenue au secret professionnel. Mais cette jeune fille d'1 an et demi a été élevée par le mari qui a fait beaucoup de fautes d'ordre conjugal. Alors que madame était directrice d'un magasin, elle travaillait pour payer les charges du ménage. Elle s'est fait en quelque sorte, elle était privée de son enfant, ce qui selon moi était un peu injuste. Et elle s'est battue ensuite devant la cour d'appel, elle s'est battue devant le juge aux affaires familiales pour agrandir, améliorer ce droit de visite sur cette jeune fille. Donc, très important de respecter le principe des contradictoires. N'hésitez pas de renvoyer le dossier, de demander le renvoi du dossier pour une date ultérieure, parce que si vous ne connaissez pas les pièces de la partie adverse, c'est très grave. Vous pouvez être pris d'un effet de surprise et vous pouvez perdre la possibilité de plaider bien votre dossier, d'avoir les bons arguments au bon moment. C'est très important d'être bien préparé et respecter le principe des contradictoires. Une autre question qui est très importante, à part le domicile des enfants, également le droit de visite et d'hébergement. Comprenez bien que le deuxième conjoint, imaginons si vous dites qu'il doit partir du domicile conjugal, surtout, il n'a peut-être pas la possibilité de recevoir les enfants. Mais s'il a la possibilité de recevoir les enfants mineurs, le droit d'hébergement et de visite pourra être fixé donc, de manière classique, première, troisième, cinquième fin de semaine, durant les périodes de vacances, durant les périodes scolaires, et moitié de vacances scolaires, ce qui est très important. Ça, c'est à vous de demander ou à ce conjoint. C'est très facile. Par exemple, la norme, c'est première partie des vacances scolaires les années paires au profit de l'un, deuxième partie des vacances scolaires au profit de l'autre, première, troisième, cinquième semaine durant les périodes scolaires. En fait, il faut bien préciser les petits détails pour qu'il n'y ait pas des embrouilles, pour qu'il n'y ait pas des difficultés dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Droit de visite et d'hébergement, il vaut mieux prévoir tous les petits détails. Par exemple, vendredi, sortie de classe, le conjoint qui n'a pas le domicile des enfants, il doit se présenter à la sortie de classe de l'école, prendre les enfants et les ramener dimanche soir à 18 h chez l'autre conjoint. C'est très facile. Comme ça, toutes les choses sont réglées d'avance et il viendra première, troisième, cinquième fin de semaine récupérer ses enfants. Ça peut être samedi matin, par exemple, à 10 h également. 10 h, il se présente au domicile du conjoint, il prend les enfants et les ramène dimanche à 18 h. Si le conjoint a raté 10 h, il faut prévoir dans l'ordonnance de non-conciliation que si il ne se présente pas d'ici 11 h, donc ça signifie qu'il a renoncé à son droit de visite. Sinon, l'autre conjoint ne peut pas attendre toute la journée du samedi pour attendre l'arrivée des messieurs ou de madame
à son domicile et donc il peut continuer de vivre normalement sans attendre. Parce que je précise qu'il s'agit d'un droit, il ne s'agit pas d'une obligation. Il peut venir comme il peut ne pas venir. Donc il vaut mieux prévoir que s'il ne vient pas dans l'heure qui suit son début d'exercice du droit de visite, il a renoncé à cette possibilité. Voilà, donc il faut tout prévoir. Il faut prévoir aussi les anniversaires des deux parents, les anniversaires des enfants, Nouvel An, les fêtes, etc. Chez quel des deux parents les enfants, effectivement, vont passer ces jours importants de leur vie. Et donc, il vaut mieux le faire par alternance pour qu'il n'y ait pas d'injustice dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Troisième question concernant les enfants, en cas, donc c'est les mesures provisoires, c'est pension alimentaire pour les enfants mineurs. Donc, pension alimentaire pour les enfants mineurs, c'est la contribution effective pour l'éducation et pour l'entretien des enfants mineurs. Donc, cette pension se fixe par rapport à l'âge des enfants, parce que l'âge des enfants, c'est quand même une donnée très importante. L'enfant ne coûte pas le même prix, le même montant à l'âge de 2 ans, par exemple, et à l'âge de 18 ans. Donc, la pension des enfants est composée, en fait, c'est une somme d'argent qui est payée mensuellement d'avance et prend en compte les nécessités d'entretien et d'éducation. Donc, si l'enfant fréquente, par exemple, les cours de la langue, ou fait du karaté, ou fait le patinage artistique, l'autre parent, il peut demander un supplément, en quelque sorte, par rapport aux sommes qu'on dépense pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Donc, ces premières données qui entrent en quelque sorte en considération devant le juge aux affaires familiales, c'est combien coûte un enfant, son entretien, son éducation par mois. Donc, l'enfant de 2 ans, il y a quand même les tableaux, en fait, les tableaux approximatifs qui sont chez les juges. L'enfant des 2 ans coûte par exemple 250, 300 € par mois. L'enfant adolescent, 14-15 ans, ça peut aller jusqu'à 500, 1000 €. Mais ce n'est pas nécessairement ce montant-là qui sera fixé. Si la possibilité des parents sont importantes, donc cette donnée-là des situations financières des parents entre également en considération pour fixer. Par exemple, pour fixer la pension. Par exemple, un des parents, celui qui en demande chez qui l'adresse de l'enfant est fixée, peut demander une pension de 1000 € par exemple à l'autre parent. L'autre parent a un salaire important, par exemple 10 000 € par mois. Donc, son enfant bénéficiera d'une pension plus importante que la pension qu'on peut demander à un parent qui gagne du SMIC, par exemple. Donc, c'est vraiment selon les besoins des enfants et selon la possibilité et les possibilités des deux parents. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on demande par rapport aux éléments du dossier. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Parfois, un enfant d'1 an peut coûter 1000 €, par exemple, en pension au titre des contributions à son entretien et son éducation. Parce que cette pension, en fait, est fixée pour l'avenir. Et le juge peut prendre en compte l'évolution et le fait que l'enfant va grandir, que ses besoins vont être plus importants. Et donc, cette pension est fixée pour la durée jusqu'à majorité, puis au-delà, si l'enfant a fait les études sérieuses qui sont justifiées. Moi, j'ai vu les cas où les parents ont touché la pension jusqu'à l'âge de 25 ans de l'enfant mineur et majeur. Donc, si l'enfant est toujours dépendant, s'il fait les études sérieuses, la pension va au-delà de sa majorité, au profit du parent chez qui le domicile de l'enfant est fixé. Il faut préciser également que la pension est indexée par rapport à l'index, par rapport à l'indice de l'INSEE.
INSEE, c'est un institut par rapport aux indices de l'INSEE, c'est un institut qui fixe les indices. Donc la pension sera revisitée, revalidée et recalculée tous les ans, au mois de janvier principalement.